Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents à cette conférence, workshop sur la finance carbone. I'm gonna switch in English. Je vais passer en anglais. Je crois également que la présentation se fera en anglais pour nos orateurs et oratrices. Je ne me souviens plus du terme en anglais pour intervenant, donc ça commence bien. Le but de cette session de travail, c'est de partager avec vous l'aspect projet des financements carbone. Il y a beaucoup de discussions sur l'aspect demande, mais il est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'opportunité de parler de l'aspect développement de projet, d'expliquer ce que l'on fait et ce qui va derrière les crédits carbone. Donc à nouveau, je suis ravie de vous rencontrer. Nous pourrions peut-être nous présenter avant de commencer cette session. 1 minute de présentation chacun. Je m'appelle Roman de Raphaël, responsable développement de EcoAct, un acteur français sur la finance carbone. On a 40 projets à l'heure actuelle. Des projets NBS, Cookstove, entre autres. Et Ometer, on commence avec Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Stéphane Kinard. Je suis cofondateur d'Homme et Terre. Nous sommes une entreprise de reforestation et nous sommes actifs dans la région du Sahel. On a 65 personnes qui travaillent au sein de notre entreprise et on développe, restaure des terres au Burkina Faso, Mali et au Sénégal. Je vous en dirai davantage sur nos projets et les différents défis auxquels nous sommes confrontés. Merci Stéphane. Elisa, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elisa Lopez. Je viens d'Espagne. Je suis experte carbone bleu et je fais partie de l'équipe développement de projet d'EcoAct. Alors bien entendu, nos projets sont basés sur les écosystèmes maritimes, mais je serai ravie de vous en dire davantage un peu plus tard au cours de cette session. Merci, bonjour, je suis Julien Ancel, directeur général de Mille et Une Fontaines, une ONG française dont la mission est de créer des solutions à l'échelle pour de l'eau potable et sûre. Merci beaucoup. Alors, petite introduction. Ne vous inquiétez pas, je suis le seul à avoir une diapositive aussi complexe. Ensuite, vous aurez simplement des jolies photos pour vous présenter les différents projets. Mais voilà ce qu'une entreprise ou une personne en charge de la RSE lorsqu'elle commence de la finance carbone. Donc il y a de plus en plus de complexité. C'est ce qu'on appelle les objectifs basés sur la science, avec des objectifs basés sur les objectifs de politique. Ça vous aide simplement à comprendre pourquoi il y a de plus en plus de demandes en matière de projets sur ce marché du carbone. En fait, il y a au final 4 étapes, pour ainsi dire. En fait, une organisation doit atteindre au final des objectifs net zéro. C'est le but final. Ça signifie qu'à un moment, il faut réduire ses émissions et compenser ces émissions avec de la séquestration de carbone pour arriver à ce net zéro, où en fait aucune des émissions de gaz à effet de serre n'est émise. Donc au final, vous devez vous fixer des objectifs en ligne avec ce que partage le GIEC et vous devez également compenser directement afin d'accélérer la prise de décision, les politiques climatiques, etc. et les projets tangibles sur le terrain. C'est exactement là que vous avez le numéro 3 qui vont compenser en fait toutes les réductions que vous émettez. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que vous devez préparer la séquestration de carbone parce que le net zéro ne pourra être atteint que lorsque l'on a enlevé certaines empreintes carbone. Et ça, ce sont des projets spécifiques que vous devez planifier d'ores et déjà. Stéphane, Elisa, vous nous en dire plus sur cette suppression et on va parler également de la partie abattement. Donc toutes les entreprises voient ça de plus en plus et de plus en plus elles viennent vers nous et nous disent on veut agir maintenant, on veut accélérer les financements climatiques et les projets en la matière et c'est pour ça que ça se traduit par une croissance sur le marché volontaire de carbone. Donc l'année dernière, près de 500 millions de crédits ont été commercialisés, ont été échangés en 2021. Donc on a des solutions basées sur la nature, entre autres, donc surtout sur la restauration, la foresterie
mais également la reforestation de plus en plus d'ailleurs. Stéphane va en parler et Lisa va nous parler également d'un projet de restauration, je crois. Et on a également les projets basés sur les communautés chez EcoAct, donc qui améliorent la vie des gens dans les communautés, donc que ce soit des projets de livraison d'eau sûre et potable, de moyens de cuisine et de cuisson plus sûre et plus respectueuse de l'environnement, etc. Donc cette demande, elle augmente. On a ce marché volontaire, c'est une chose, mais il y a également de plus en plus de demandes en matière réglementaire. Par exemple, en France, toutes les compagnies aériennes doivent compenser leurs émissions. C'est obligatoire sur le marché local avec des standards spécifiques. Et ça, c'est le dernier point que je voulais partager avec vous. Vous ne pouvez pas développer un projet et dire simplement « salut, j'ai séquestré un peu de carbone, regardez, voilà, c'est là, vous pouvez l'acheter maintenant. » Non, il faut passer par tout un parcours de certification et appliquer des normes garanties par les standards, donc ce qu'on appelle les VERA. C'est vraiment le standard Gold. Tous ces standards et normes sont certifiés et au final, ces standards suivent tous ces critères. Ils sont écrits publiquement. Vous pouvez aller les voir sur le site internet de Vera et l'ICROA. Le but, c'est de faire en sorte que tous les projets en la matière suivent ces différentes étapes. Donc, il faut simplement justifier en permanence que ce projet existe, que les émissions de gaz à effet de serre que vous évitez sont séquestrées à long terme, ce qui est parfois difficile, notamment lorsqu'on parle de reforestation. Il y a un aspect rigoureux parce que vous avez une méthodologie de calcul qui est publiquement disponible également, rédigée par des experts reconnus, vérifiée également. Il y a toujours un auditeur tiers qui vient vérifier que le projet suit bien toutes ces étapes. Cela peut prendre du temps, c'est complexe, je peux vous le dire. La traçabilité et l'unicité également, c'est important. Il y a un inventaire public où chaque crédit carbone a un numéro de série et lorsque quelqu'un ferme un crédit carbone pour utilisation, eh bien, on sait exactement d'où il vient. Il a été vérifié. On a le numéro de série. Il ne peut pas être utilisé 2 fois. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de normatisation. Ça amène énormément de défis pour la gestion de projet, entre autres. Mais je sais que les membres du panel vont en dire davantage sur ces sujets. Lisa, vous allez peut-être nous parler de votre projet sur la péninsule de Yucatan. Merci. En effet, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'aimerais vous présenter l'un de nos projets Blue Carbon. Il s'agit d'un exemple de projet et je souhaiterais vous en dire davantage sur ce projet extrêmement innovant dans le marché des finances carbone volontaires. Donc, commençons du début. Blue Carbon, en fait, c'est le carbone stocké dans les écosystèmes maritimes tels que la mangrove, etc. Donc, ça, c'est les principaux. Ils sont situés dans la zone tropicale et subtropicale, et il y en a bien d'autres. Grâce à la photosynthèse, ces écosystèmes, et là, je vais surtout faire référence au carbone bleu côtier. Il y a donc la photosynthèse grâce aux plantes et ils enlèvent le carbone de l'atmosphère et les stockent dans les parties vertes, donc les racines et les sédiments en dessous. Alors, ils le font de manière extrêmement efficace et efficiente. Il a été publié que les forêts de palétuviers séquestrent jusqu'à 5 fois plus rapidement que la forêt tropicale mature. Et certaines espèces de Posidonie le font encore plus vite. C'est la raison pour laquelle cette solution basée sur la nature est d'autant plus efficace pour l'atténuation du changement climatique. Et le potentiel de compensation de cette solution est donc très élevé. J'aimerais maintenant
vous présenter notre bébé, notre petit bébé, à savoir le projet Semilla Azul, donc plante bleue, comme on l'appelle, au sud-est du Mexique, sur la péninsule de Yucatan. C'est un projet qui vise à restaurer 5000 hectares de mangroves dégradées et de réduire de 4 millions de tonnes de CO2 dans la nature sur un projet de 20 ans. Le projet amènera en dehors de cela, le projet amènera 250 emplois au sein de la communauté, permettra le renforcement des capacités et garantira la distribution juste et égale des bénéfices au sein de la communauté grâce à la mise en œuvre participatoire d'un fonds participatif. L'un des éléments clés de ce projet, c'est la gouvernance. Il y a une gouvernance à 5 branches. EcoAct co-développe le projet avec une organisation non gouvernementale dirigée par des femmes. Et on a également un partenaire scientifique et une communauté autochtone extrêmement robuste avec qui nous travaillons. Diapo suivante. Donc, Semilla Azul, c'est un excellent exemple, je crois. Je pense que c'est un bon exemple de ce que l'on peut appeler solution basée sur la nature innovante. Cependant, l'aspect, la caractéristique innovant est quelque chose qui doit nous interpeller parce qu'effectivement, il y a des primes du marché. Il y a peu de marchés tels que celui-ci sur le marché à l'heure actuelle. Et ce risque, et donc, il est plus élevé. Sur Spot, on peut atteindre 30 $ par unité de carbone. Cependant, d'un autre côté, ce projet peut être soumis à controverse et donc engendre certains défis pour nous en tant que développeurs. Semilla Azul, on peut l'appeler un projet à 5 étoiles, parce que non seulement il y a des bénéfices climatiques, mais également des bénéfices pour la communauté. Et d'un côté, ça améliore la résilience côtière des communautés, cela protège les terres, donc les villages, contre la hausse de niveau de la mer. Et cela aide également à se protéger des ouragans et des sécheresses. Cela soutient également la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance traditionnels. La plupart des membres de ces communautés sont en fait des pêcheurs et des agriculteurs. Nous le savons, ces moyens de subsistance peuvent être soutenus uniquement si on a de la forêt de palétuviers sûre et en bonne santé. Cela protège également ce hotspot de la biodiversité, puisqu'il y a des réserves. C'est là que se déroule ce projet. Et enfin, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce projet pourrait et engendre de la sécurité territoriale, sécurité foncière. Donc, dans le cadre de ce projet, on légalise les titres fonciers des agriculteurs. Mais à nouveau, l'autre pendant de cette opportunité, c'est qu'il y a de nombreux défis. Le premier est qu'il y a une sensation d'urgence, puisque la péninsule de Yucatan, où se déroule le projet, perd de la mangrove à un taux de 2% par an. Par ailleurs, il y a également la nécessité de bien façonner le mécanisme d'incitation pour garantir la pérennité de la séquestration de carbone, mais également pour garantir la participation de la communauté. On y reviendra plus tard si vous le souhaitez. Et enfin, nous avons la nécessité de cas de financement très fort. Nous avons besoin d'un environnement de marché qui comprennent l'unicité de cette communauté, mais également l'unicité de cet écosystème. Et pour cela, on a besoin de temps pour faire grandir les palétuviers. Ce sont des plantes, des arbres, cela prend du temps. Donc nous avons besoin que les investisseurs comprennent
cette chronologie, cette périodicité dont nous avons besoin. Donc, pour libérer le potentiel derrière ce Blue Carbon, ce projet Blue Carbon en tant que solution basée sur la nature efficace, nous avons besoin que le marché internalise à la fois les bénéfices, mais également les défis et difficultés. Donc, je serais ravie d'y revenir si vous avez des questions plus tard. Merci, Lisa. Vous aviez une vidéo à nous montrer, non? Autant pour moi. Stéphane, peut-être? Merci, Romain. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous parler de Hommes et Terre et ce que nous faisons dans la région du Sahel. Nous essayons également de mettre sur pied un projet 5 étoiles, un peu comme Lisa. Cependant, nous sommes également confrontés à des difficultés. Pourrions-nous commencer avec la première diapositive sur Hommes et Terre? Alors, nous sommes organisés en tant qu'entreprise, donc nous ne sommes pas une ONG, nous sommes une entreprise à proprement parler, avec une mission, une entreprise à mission. Nous voulons restaurer les terres dégradées dans la région du Sahel, notamment les terres tropicales sèches. Il n'y a quasiment plus de précipitations et nous combattons la désertification au final. La logique, c'est que nous voulons trouver des bénéfices sociaux, environnementaux et économiques, mais j'y reviendrai. 75 personnes travaillent au sein de l'entreprise et elle ne fait que grandir et croître année après année, cette entreprise. J'aimerais vous en dire un peu plus sur nos activités. Là, vous le voyez, la cartographie de l'Afrique de l'Ouest. Vous le voyez, cette zone-là, qui est assez similaire au grand mur vert. Vous en aurez peut-être entendu parler. On est en train de le créer, en fait, entre le Sénégal au Mali jusqu'au Burkina Faso. Vous voyez quelques détails et chiffres clés sur notre organisation. Donc, nous sommes une entreprise belge. Nous faisons le financement là-bas et le développement de projets également. On organise également la logistique et le soutien technique. Nous avons commencé avec le Burkina Faso. On avait 336 000 hectares de restauration au Burkina Faso à la base. C'est un programme basé sur les communautés, avec plus de 200 communautés locales qui font partie de notre partenariat, donc 201 exactement. Le problème est l'insécurité au Burkina Faso, puisque ça crée de vrais problèmes, notamment pour les activités. Si on doit envoyer un auditeur, c'est tout simplement impossible. Et c'est quelque chose qui nous joue des tours, mais j'y reviendrai. Donc, deuxième projet, le Mali. Donc, on gère les opérations depuis le Burkina Faso. Et le dernier pays où nous nous sommes implantés, c'est le Sénégal, avec plus de 3700 hectares en restauration et des partenariats avec 16 communautés locales à l'est du Sénégal, donc à Bakel. C'est là que nous mettons en place des projets de restauration. Nous le faisons sur la base de méthodes techniques. Donc, on a des tracteurs et un système Valérani qui crée des bassins, en fait, partout. Je crois qu'on doit avoir une photo, normalement. Vous le voyez ici. Donc, ce sont des terres extrêmement dégradées. Il n'y a absolument rien, à part quelques baobabs, peut-être ici et là, centenaires. Et ensuite, un tracteur arrive et vient créer ces bassins. Les gens, ils plantent des graines et pendant la saison des pluies, cela pousse. C'est la méthode. Et ça fonctionne. Cependant, cela s'accompagne également de certaines difficultés, à savoir la nature. Puisque, comme je l'ai dit, les précipitations sont rares. Ça, on le sait. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on ne peut pas changer. Alors, bien entendu, cela n'aide pas à faire pousser les arbres rapidement. Imaginez, vous avez parlé des palétuviers et du temps que cela prenait, imaginez dans cette région. Deuxièmement, le niveau de séquestration, il est assez bas. Typiquement, on est dans la savane au Sahel. Il s'agit de zones tropicales sèches. Donc, ce n'est pas comme une forêt qu'on voit en Europe. On parle de très petits arbres. Et donc, la séquestration est basse également. Ça signifie moins de carbone par hectare à séquestrer. Le point de départ, c'était vraiment ces terres très détériorées. Et on a besoin de beaucoup de travail sur ces terres. Lorsque vous y allez, vous mettez une pierre dessus, rien ne va changer.
le soleil assèche complètement la terre et donc la rend compacte et très dure. Par conséquent, on a besoin d'équipements extrêmement robustes pour aller creuser dans la terre et y infiltrer de l'eau. Donc, ça coûte beaucoup d'argent et c'est un autre élément important. Donc, à nouveau, les coûts élevés de restauration et peu de précipitations font partie des difficultés. Par ailleurs, il y a également des éléments contextuels qui posent des problèmes, tels que l'insécurité au Mali et la guerre civile au Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes implantés au Sénégal. Mais là-bas, l'administration est extrêmement pesante. Vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué de faire un projet de reforestation au Sénégal. Ce serait plus facile de faire un projet minier qu'un projet de restauration. Quand on importe un tracteur, on doit payer 40% de la valeur en taxes. Donc imaginez, les consciences doivent évoluer là-bas également. Par ailleurs, le contexte légal, juridique est assez peu clair là-bas. Ça signifie qu'on peut créer des projets et avoir un certificat, mais c'est difficile de les faire ensuite passer à des entreprises en Europe qui ont besoin de compenser leurs émissions carbone parce qu'il y a besoin d'un cadre. Si on paye, en plus, on paye 25% sur les projets, donc ça peut changer. On ne sait pas encore. Il y a beaucoup d'incertitudes concernant le cadre législatif. Cela n'aide en rien. Et enfin, la communauté. Nous avons différents partenariats avec des villages, ce qui est formidable, puisque ça signifie qu'on fait de l'autonomisation des communautés locales. Et il s'agit vraiment d'une relation gagnant-gagnant. Donc nous investissons dans les terres pour qu'elles soient davantage fertiles. Et ça veut dire également qu'on doit les protéger et participer. Donc il s'agit d'une bonne collaboration. Cependant, on dépend de l'engagement des communautés. Parce que si on leur dit « venez ici, aidez, planter l'arbre » et qu'ils pensent que c'est super parce que leurs animaux vont pouvoir tout manger, c'est super, mais ça ne fonctionne pas pour nous. Donc, on doit leur faire confiance. On sait également que le pâturage est trop élevé là-bas. Donc, on essaye de mettre en place des barrières pour protéger les sites. Donc ce sont des éléments qui n'aident pas, parce qu'il y a des animaux dans la région qui viennent manger en fait les arbres que nous plantons. Nous avons un historique, nous savons travailler, nous travaillons avec les équipes sur le terrain. Nous travaillons avec Ecosia notamment, donc des entreprises qui plantent des arbres. Ecosia, vous ne les connaissez peut-être pas, mais on travaille avec eux. Nous sommes leurs premiers partenaires. Nous ne le faisons pas dans une logique carbone, mais plutôt dans une logique de plantation d'arbres. On veut vraiment changer notre modèle pour vraiment penser carbone. Parce que si nous pouvons réussir à faire des business models basés sur le carbone, eh bien, on pourra faire de la mise à l'échelle. Mais c'est un défi au quotidien, surtout dans la région avec EcoAct. On a accès au site, ça, ce n'est pas un souci. On travaille vraiment très bien là-bas avec différents villages qui veulent que nous travaillions sur leurs terres et qu'on les rende arables à nouveau. Donc ça n'est pas un souci. Si vous conduisez au Sénégal pendant une journée, vous verrez qu'il y a de nombreuses opportunités. Donc on a un programme pour les communautés extrêmement efficace qui a prouver son efficacité. On a les connaissances et les bons partenaires pour avoir les certifications et on travaille avec des équipes locales. Donc on a les bons outils. Cependant, on a encore de nombreux défis, notamment le prix. En effet, nous générons des crédits carbone. Cependant, je ne sais pas quel est le prix du marché encore, parce que ça, ce n'est pas tout à fait transparent. Cependant, disons que nous sommes dans la fourchette haute du prix carbone, entre 15 et 20 euros par tonne, je dirais. Tandis que le marché à long terme est entre 10 et 15, je dirais. Donc, mais en tout cas, il y a une sorte de sanctions pour la région du Sahel dont nous souffrons. Et nous pensons que ce mélange de subventions et argent public associé avec l'argent carbone peut être la solution à ces différents défis. Cependant, cela n'est pas encore disponible à l'heure actuelle. Mais nous y reviendrons probablement un peu plus tard. Simplement pour moi, c'est un défi et
soit on a besoin d'investisseurs impact qui sont d'accord pour gérer l'aspect certification parce que ça a un impact important sur les communautés d'un point de vue écologique, social. On a 250 villages partenaires avec environ 1000 personnes par village. Donc ça a un impact important. Par conséquent, nous aimerions mettre nos projets à l'échelle. Merci Stéphane. C'était très intéressant. Julien, je vous donne le micro et la télécommande. Donc, 1001 fontaines, c'est un projet d'accès à l'eau. Cependant, c'est un projet qui a démontré son efficacité carbone et qui a montré l'efficacité de son modèle économique. Donc, je vais vous montrer ce que l'on fait et pourquoi nous sommes éligibles pour les crédits carbone. Je souhaiterais également vous donner un peu de retour d'expérience puisque nous avons commencé cette aventure il y a 8 ans de cela maintenant. Ça n'a pas été facile. Et je vais donc vous donner un avant-goût des défis auxquels nous avons été confrontés. Donc, ce que vous voyez ici, et ça c'est une photo qu'on a prise au Myanmar, c'est ce qu'on appelle un kiosque d'eau. Donc en fait, comme vous le voyez, c'est une petite entreprise de traitement d'eau dans la communauté. Ce que nous faisons à 1001 fontaines, c'est que nous formons et autonomisons les populations locales pour produire, livrer de l'eau potable pour leur communauté à un prix abordable. Donc il s'agit d'un modèle décentralisé. Et pour résumer, en fait, ce qui se passe dans le monde du développement, c'est que lorsqu'on parle de projets d'accès à l'eau, dans les communautés, généralement, où on est, il y a des puits qui sont construits, ce qui est formidable. Simplement, le problème, c'est que les puits peuvent casser. Donc, il y a un vrai problème de continuité, de pérennité des opérations. Et il y a également des systèmes de tuyaux qui sont en train d'être refaçonnés et simplement... plus le village est pauvre, moins vous avez accès aux tuyaux et au final, même si vous avez accès, la qualité n'est pas garantie. Donc il faut trouver de nouvelles solutions. On n'est pas des humanitaires, on n'est pas des gens provenant d'une ONG qui ont commencé à travailler en 2004. On a simplement essayé de comprendre quelles étaient les problématiques principales liées à l'eau, donc la qualité, comment garantir la qualité de l'eau au point d'utilisation. Alors ça nous paraît naturel pour nous, mais pas pour des milliards de personnes sur la Terre. Et la question de la durabilité, de la pérennité, comment rendre l'accès à l'eau pérenne. C'est ce qui nous a amené à créer ce projet, qui se repose sur ce qu'on appelle des principes sociaux, conceptualisé par Mohamed Younous. Donc en fait, c'est une approche basée sur le marché pour solutionner ce type de solution, non pas pour avoir un profit, mais plutôt pour avoir un impact à long terme. Ce que l'on fait, c'est que dans les villages dans lesquels nous travaillons, on a lancé donc ces stations de traitement, on a formé les communautés. Alors, il s'agit d'une technologie assez facile qui existait il y a 40 ans de cela déjà. Donc, il ne s'agit pas d'une technologie innovante et ce n'est pas innovant lorsqu'on va sur le site au Cambodge, vous vous dites, bon, bah, ok, c'est une petite usine, super. Simplement, ce qui est innovant, c'est le fait qu'on arrive à faire fonctionner cela dans un village reculé avec des populations cambodgiennes qui doivent gérer un outil industriel en quelque sorte et garantir que les personnes au sein de la communauté comprennent et sont d'accord pour payer cette eau. Parce que ce qui se passe, c'est que dans les zones où on travaille, en particulier c'était le cas dans cette communauté, les gens nous diraient mais pourquoi est-ce qu'ils doivent acheter de l'eau? Moi j'ai de l'eau là-bas qui est disponible. Je peux aller au puits, je peux aller là-bas, j'ai de l'eau, je ne comprends pas pourquoi vous me dites que je dois payer pour l'eau. Donc on a besoin d'un effort de marketing social et de sensibilisation pour expliquer aux populations que l'eau qu'ils boivent, la plupart du temps, vont les rendre malades. Et que la diarrhée est la cause principale des enfants en dessous de 5 ans à l'heure actuelle. Donc le problème de l'eau, c'est une source de maladie pour les enfants. Donc rappeler aux populations qu'il y a un lien important entre l'eau et la santé, c'est pas toujours facile, et leur expliquer les bénéfices d'acheter non seulement l'eau, mais à partir du moment où c'est à un prix abordable. Donc avoir un système local et une usine locale, on réduit les coûts de distribution et de fabrication. Donc on peut maintenir un prix très bas de l'eau, donc moins de 2 centimes par litre. C'est la beauté de ce système, à savoir que les
cela crée cette économie locale et garantit que même le village le plus pauvre peut acheter de l'eau. Donc c'est ce qu'on fait. On fait beaucoup de marketing social, on fait beaucoup de sensibilisation, de formation des entrepreneurs également. Et lorsque l'on parle d'écologie et d'environnement, il s'agit donc d'une approche extrêmement respectueuse de l'environnement. Vous voyez qu'on a de l'énergie verte et des panneaux solaires. On a des technologies extrêmement bas en empreinte hydrique, donc très peu de déchets. Ce système est extrêmement résilient également au changement climatique. Donc, on n'était à la base pas vraiment un projet environnemental. Nous nous concentrions surtout sur la santé, mais progressivement, nous avons incorporé des éléments pour renforcer la durabilité environnementale de notre projet. Donc, pour ce qui est de l'impact à l'heure actuelle, on a 1 million de bénéficiaires. Donc, chaque jour, 1 million de personnes en Cambodge principalement boivent de l'eau potable de Mille et une fontaines. Donc on couvre un tiers des communautés. Donc il s'agit vraiment d'une empreinte nationale. Le modèle économique, il est basé sur des bourses et tous les coûts opérationnels, donc les OPEX, c'est financé, autofinancé par la vente d'eau. Donc c'est un modèle hybride. Et à l'heure actuelle, en 2020 plutôt, on a vraiment atteint le seuil de rentabilité au Cambodge. On est vraiment le premier projet dans la région à avoir une empreinte nationale et une durabilité économique. D'un point de vue environnemental, maintenant, comme je l'ai dit, notre projet génère des crédits carbone, environ 20 000 tonnes de CO2 par an. Et ça paraît moins évident que ce que j'ai dit, mais j'ai parlé des financements carbone et j'ai pas dit pourquoi Mille et une fontaines avait un impact sur la finance carbone. Mais parce que c'est intéressant. On est vraiment sur le terrain, on fait de l'aspect social, on essaie de comprendre quels sont les changements de comportement et notamment de consommation. La plupart des personnes qu'on a converties pour qu'ils deviennent clients avant buvaient de l'eau des autres sources d'eau non potable. Et à la base, ils avaient l'habitude, sachant que l'eau n'était pas potable, ils la faisaient bouillir. Vous êtes peut-être allé au Cambodge ou dans d'autres zones de l'Asie du Sud-Est, avant de boire l'eau, ils faisaient bouillir l'eau. Alors c'est mieux que rien, simplement ça ne résolvait pas le problème parce qu'on peut recontaminer cette eau après. Et c'est quelque chose qu'ils faisaient depuis des millénaires et des millénaires. Et quand on y réfléchit, faire bouillir l'eau, tout d'abord, ça coûte de l'argent. Donc quand ils disent « mon eau, elle est gratuite », c'est pas vrai. Parce qu'ils devaient aller acheter du charbon au marché. Et en fait, c'est même plus cher au final. On essaie de leur faire comprendre cela. Donc c'est une vraie pédagogie. C'est plus cher au final de faire bouillir l'eau que d'acheter notre eau. Donc quand j'ai vu les données, j'étais vraiment surpris, mais c'est vrai. Et bien entendu, quand ils font bouillir l'eau, il y a des émissions de CO2 dans l'air. Donc quand vous faites l'équation carbone au final, acheter l'eau de Mille et une fontaines va réduire l'empreinte hydrique. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée plutôt. En 2012, à partir de ce constat, on peut aller sur le marché crédit et intégrer ça dans notre modèle économique afin de générer des revenus durables, pérennes, chaque année. Donc, on était très candide et très ambitieux et naïfs. Candide et naïf. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? On a dit, on veut le standard Gold, parce que c'est ce qu'on avait en tête. Mais au final, on n'avait aucune idée de ce que ça impliquait. Alors, on s'est lancé. On était à nouveau vraiment extrêmement naïfs et on a commencé en 2012. Et en 2020, on a récupéré les premiers euros. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un vrai modèle économique à mettre en place si vous voulez vous lancer dans ce type de projet. Et vous êtes nombreux ici à gérer des projets carbone. Donc, il faut réfléchir à deux fois. Pour l'upside, l'eau évite... Chaque kiosque d'eau évite des émissions tous les ans. Et en 2020... on parlait de 17 000 tonnes crédit de carbone. Donc c'est assez significatif.
les revenus provenant de la finance carbone sont utilisés pour offrir une source de revenus durable. À nouveau, c'est théorique, hein, parce qu'avec le Covid, tout a été bouleversé. Mais normalement, théoriquement, ça devait être des revenus générés chaque année et qui devaient être pérennes. C'est important parce que ce n'est pas juste en une fois. Hein. Et on les inclut, ces revenus. Donc, ça représente environ 20% des revenus de l'entreprise sociale. Et si vous regardez nos projections et nos prévisions sur la base de l'impact, des ambitions d'impact, on est à 3 millions de dollars par an de revenus d'ici 2030. Donc, cela représente une grosse partie de nos revenus. Donc, ça, c'est l'aspect upside. On est ravis d'ailleurs parce qu'on a vraiment démontré les revenus. Tout s'est déroulé comme on l'avait prévu. Cependant, il y a des coûts. Vous connaissez peut-être ce que cela signifie d'avoir des crédits carbone. Il faut une certification des auditeurs qu'ils doivent aller sur le terrain. Il doit y avoir une certification préliminaire pour avoir le standard. Et chaque année, il faut retourner sur le terrain, collecter les données, etc. Et ensuite, il faut parler avec un courtier qui va ensuite parler aux entreprises, etc., etc., etc. Donc, au final, ça représente énormément de temps. Comme je l'ai dit, on a commencé tout cela en 2012. Ce projet, il a commencé en 2012. On a collecté les premiers euros, les premiers retours sur investissement en 2020. Donc, bien sûr, ça va commencer à être rentable probablement cette année, parce qu'il y a des coûts. Il faut payer le courtier, il faut payer l'auditeur. C'est normal, c'est un travail. Donc, ça va nous prendre 10 ans probablement pour que cette opération devienne rentable. Donc ça, c'est un élément, un message vraiment important que je veux faire passer. Cela requiert énormément de patience. Cependant, nous sommes convaincus qu'au cours de ce processus, nous en avons appris énormément. Et donc, on s'améliore au fur et à mesure. Et on peut utiliser la technologie, améliorer la manière dont nous collectons les données, mais il y a quand même un problème structurel dont on va parler, c'est que le marché est trop complexe. Pour un projet de notre taille, ça devrait être beaucoup plus facile. Il devrait y avoir des moyens de rendre les choses plus faciles. Donc la conclusion est la suivante, c'est qu'on a pris la bonne décision en allant là-bas. Nous avons une bonne entreprise implantée, mais il faut y réfléchir en amont. Il faut avoir un vrai modèle économique avant d'y aller. Il faut penser à l'échelle à laquelle vous travaillez. Quel est le scénario de base dont vous parlez? Parce que les hypothèses initiales sur lesquelles vous allez vous baser sont toujours plus optimistes que ce que l'auditeur va vous dire. Ça, c'est évident. Donc, il faut prendre cela en compte. Quel est le prix du marché? Vous le saviez. Eh oui. Et aussi, vous ne devez pas, en tout cas dans le cas de 1001 fontaines, c'est un trop grand risque de penser qu'il y aura plus de 15 à 20% de revenus. Parce que il y aura cette volatilité. Il y a ces éléments que nous ne contrôlons pas. Et donc, ça ne doit représenter qu'une petite partie de votre modèle économique, du moins pour les projets d'accès à l'eau. Voilà, pour résumer, c'était notre expérience racontée de la manière la plus honnête sur les marchés carbone. Merci. Merci Julien, c'est très intéressant cette présentation. Merci. Il y a maintenant, voilà la vidéo. Je ne sais pas si vous voulez nous la montrer.
heterogeneidad, ¿no?, de diferentes tipos ecológicos de manglar que ubicamos en la región península de Yucatán, hace que nos proporcionen diferentes tipos ecosistémicos en los que destacan principalmente la gran reservorio de biodiversidad que podemos observar en ellos, ya que son zonas de anidación, así también son zonas importantes de refugios pesqueros, debido a que dentro de sus raíces se albergan una gran cantidad de peces con alta relevancia económica. Sin embargo, pese a esta importancia que ya es reconocida a nivel mundial, son altamente impactados. Semilla Azul will be developed in communal land known as Ejido in Mexico. The local communities, as the owner of the carbon project, will be involved in all the steps of the project. Locals will be trained and hired to lead and carry out restoration activities, as well to collect and monitoring all the field data. A trust fund will also finance in community initiatives to create and promote sustainable livelihoods. Our team of experts is assisting Resiliencia Azul with the certification of the Semilla Azul project. The project aims to remove 4 million tons of carbon from the atmosphere, and we will support the community-based restoration of 5,000 hectares of mangroves in the Yucatan Peninsula, with the carbon monitoring along the lifetime of the project. Okay, we are very proud of this project, as you probably saw. Comme vous l'avez vu, alors j'ai 3 ou 4 questions maintenant pour nos panélistes et puis ensuite nous pourrons avoir un temps de questions et réponses avec notre public. Alors Lisa, dans ce projet, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, c'est la manière dont nous travaillons avec les scientifiques locaux. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de partager aujourd'hui avec notre public. Oui, bien sûr. Le projet donc permet de travailler avec des partenaires scientifiques locaux. C'est un programme carbone mexicain qui travaille avec 2 professeurs de 2 institutions du Mexique et toute une armée de techniciens, bien sûr, qui viennent soutenir aussi les communautés locales dans les activités et des activités de suivi dans toute la durée du projet. Des étapes importantes de la validation du projet, c'est vraiment tout le côté scientifique qui est derrière. Nous l'avons mentionné déjà, et les normes doivent être vraiment établies. Nous devons être sûrs de pouvoir prouver ce que nous disons. Donc, c'est là où nous avons besoin du soutien scientifique de la part des experts. C'est à nouveau du domaine de l'innovation. Nous sommes vraiment en train de frayer le chemin. Mais l'objectif est toujours d'avoir avec nous les meilleurs scientifiques, d'avoir des études de cas, des études pilotes, de refaire des calculs encore et encore et de faire le calcul de la taille de ces arbres pour pouvoir justement soutenir notre projet pour qu'il soit aussi robuste et aussi vrai que possible. C'est aussi pour le but de la validation, mais pas seulement, pour également le fait que nous soyons redevables dans le cadre de ce projet. Ce que nous allons enlever dans l'atmosphère, comment nous allons prouver ce que nous allons projeter, comment est-ce que nous allons prouver que nous allons accomplir réellement quelque chose, comment être sûr que nous allons réellement aider cette communauté pour accomplir ce que nous disons que nous voulons faire. Donc, je pense que la participation scientifique, c'est vraiment un défi. Alors, ne me méprenez pas, mais c'est quelque chose de très important pour être vraiment redevable et pris au sérieux dans ce projet.
Merci Lisa. Il y a également autre chose qui est souvent dit concernant la finance carbone, c'est que le carbone dépasse le bénéfice. J'ai vu dans votre présentation beaucoup de descriptions de ces bénéfices. Peut-être que Stéphane peut nous en dire plus. Je ne vois pas vraiment un problème. Au contraire, dans les projets que nous menons, il y a beaucoup d'avantages, bien sûr, pour les communautés locales, comme le fait que la terre soit à nouveau fertile, avec beaucoup de possibilités de faire de l'agroforesterie, de la production, produits forestiers non ligneux. Il y a également les niveaux d'eau. Par exemple, une année après notre intervention, le fait que nous ayons ouvert les terres qui étaient proches du village, eh bien, l'eau est montée en niveau et cela a été beaucoup plus facile pour eux d'accéder à l'eau ainsi. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de menace en tant que telle dans un projet carbone comme le nôtre d'enlever quelque chose de la communauté locale. Au contraire, ça apporte, ça ajoute beaucoup plus de choses, notamment dans les opportunités de agroforesterie, de la pression, des installations de pression d'huile. Nous allons continuer de développer donc ces équipements, ce qui va permettre aussi le développement des activités économiques locales. Donc pour moi, ce n'est que gagnant-gagnant et ce n'est pas un problème du tout. Vous voulez rajouter quelque chose, Lisa, concernant le projet Mexique et le fonds carbone? C'est un aspect important. Oui, je l'ai mentionné auparavant, que la création, la conception de ce programme est un défi, mais il faut que nous le fassions de manière sérieuse pour pouvoir faire perdurer le projet. Je crois que c'est vraiment important de comprendre cet aspect durable, permanent et pérenne du projet. Peut-être un exemple pour que vous puissiez visualiser ce que j'essaye de dire. J'ai vu des projets de restauration, c'était pas des mangroves, mais c'était des projets de restauration de forêts qui se sont retrouvés en feu d'un jour à l'autre par les acteurs ou par les personnes qui travaillaient dans le projet, parce que la logique derrière, c'était que si le projet de restauration est terminé, eh bien, je vais tout brûler, je n'ai plus de travail, donc il faut que je brûle tout pour que je puisse à nouveau travailler pendant 3 ans. Bien sûr que ce n'est pas la bonne chose, mais c'est quelque chose qui, dans leur logique, est raisonnable. Donc, nous devons pouvoir vraiment soutenir la vie traditionnelle des communautés, des propriétaires des terres, pour qu'ils puissent devenir vraiment les stewards, les intendants de ces arbres. Sinon, le projet ne va jamais marcher. Nous disons que les arbres vivants doivent avoir plus de soins que les arbres qui sont coupés. C'est effectivement le même défi que nous avons. Julien, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Vous avez une approche vraiment à long terme concernant la finance carbone. Votre activité est assez particulière. Ces 2 autres projets, vous avez un projet qui est 100% financé par le carbone. Nous avons parlé tout à l'heure un peu des choses qui traînent, mais peut-être vous pourriez nous en dire plus sur vos défis, les défis que vous avez rencontrés. Vous en avez parlé un peu. Et nous donner peut-être les 3 conseils principaux que vous pourriez donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce genre d'activité. Ce n'était pas forcément dans le questionnaire, mais bon, maintenant que vous me posez la question, je peux donner quelques conseils, c'est-à-dire soyez résilient, travaillez dur et vraiment nommez quelqu'un à votre place pour faire le travail. Ça peut être aussi mon conseil. Bien sûr, c'est quelque chose de très technique. Il faut être patient. Il faut être assez conservateur aussi dans ce que vous faites.
dans ce que vous prétendez faire et de prendre les scénarios de vos modèles économiques. Comme j'ai dit, c'est 20% seulement de nos revenus au début, mais quand vous pariez là-dessus pour être la majorité de vos revenus, il faut que vous puissiez être sûr que dans votre modèle économique pour les 5 ou 10 années à venir, vous puissiez être soutenu, que ce soit par de l'argent d'emprunt, par des prêts de banque, etc. Donc, il n'y a pas de mal à demander à des philanthropes de soutenir votre projet, d'avoir des bourses, de demander des prêts, des bourses, etc. Vous n'avez pas besoin de trouver le modèle économique parfait dès le début. Considérez cela comme un investissement, trouver des organisations qui vous soutiennent et donner une vision à long terme. Et vous leur demandez finalement de financer les premières étapes. Donc, je conseillerais d'avoir un modèle qui commence avec de l'argent issu de la philanthropie et puis par la suite changer de modèle. Il n'y a pas de raison pour laquelle il n'y a pas de raison de ne pas trouver des financements pour ce genre de projet, justement. Stéphane et Lisa, vous voulez ajouter quelque chose? Je peux confirmer effectivement l'idée de combiner l'argent soft, l'argent doux, l'argent libre, qui ne doit pas être remboursé, avec d'autres modes de financement. Il y a beaucoup de financements disponibles de nos jours, avec des investisseurs de tout genre. Ils ont une chose en commun, c'est qu'ils veulent être remboursés, ils veulent être repayés. Il faut être remboursé. Donc, ça peut être un type de financement au départ. Ensuite, vous pouvez avoir des subventions d'agences qui n'ont pas besoin d'être remboursées non plus. Donc, il n'y a rien entre les deux. Ce que j'ai expliqué auparavant, si nous regardons notre projet, par exemple, ce serait assez pratique si nous avons une partie d'argent qui est gratuite pour couvrir les dépenses extra en lien avec le projet, et lorsque le marché privé arrive pour avoir un retour sur investissement, eh bien, vous pouvez faire cela avec d'autres aspects. S'ils n'ont pas les subventions en place ou l'argent public, par exemple, est combiné avec celui des investisseurs, nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, je pense que pour la restauration des terres, ça pourrait être effectivement un modèle qui pourrait être envisagé. Et j'espère que l'Agence française de développement et que d'autres qui écoutent attentivement seront ouverts à ce type de modèle, de mélange, en fait, de mix. Sinon, il faudra financer tout le projet par eux-mêmes, ce qui est beaucoup plus compliqué. Ils pourraient faire, par exemple, un tiers du projet qui est financé par eux et 2 tiers par d'autres marchés privés. Donc, ce serait moins cher par hectare au final que s'ils devaient le financer entièrement par eux-mêmes. Mais ils doivent accepter l'idée que quelqu'un d'autre, la Poste française, par exemple, puisse aussi avoir quelques retours sur le carbone dans le même projet. Et ça peut être difficile à faire accepter. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux. On a tous mentionné les finances ici comme un investissement, comme un défi également. Soit nous sommes créatifs pour justement mixer les sources de financement pour le projet. En fait, ces projets réellement sont coûteux, que ce soit, peu importe la technologie, peu importe vos bonnes intentions. Et plus les intentions sont bonnes, plus le projet peut être onéreux, mais il vous faut dans tous les cas des fonds. Donc, soit vous êtes assez créatif et vous arrivez à avoir un programme mixte, ou bien c'est l'un ou l'autre. Ça peut être effectivement un effort combiné, ou bien vous commencez par étudier le marché. Donc, vous commencez dès le début à expliquer ce qu'est un arbre, comment l'arbre grandit, comment il faut du temps avant qu'une graine ne devienne un arbre et pour pouvoir enlever suffisamment de carbone de l'atmosphère, etc. C'est une pédagogie que nous devons tous faire. Moi-même, dans mon travail, je le fais. Le marché est en croissance. Chaque jour, il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont prêts à prendre des risques, à s'investir dans de tels projets.
mais nous devons également les aider à mieux comprendre ce que sont ces risques et nous devons les aider à atténuer ces risques financièrement. Les risques, bien sûr, financiers font partie de ces risques, évidemment. C'est quelque chose d'assez nouveau auquel nous faisons face aujourd'hui à cause de la politique net zéro et des nouvelles règles. Nous voyons de plus en plus d'organismes qui sont prêts à investir pour l'avenir et c'est très intéressant pour les projets comme les vôtres dont nous avons parlé parce que nous pouvons ensuite lancer des projets et adresser cette question du fossé financier ou du manque financier basé sur le carbone. Effectivement, il faut faire beaucoup de pédagogie. Si j'aurais un conseil, ce serait vraiment faites vos devoirs, allez sur les sites, vérifiez vos documentations. Vous verrez que tout est en ligne. Comme Julien l'a dit, peut-être avoir une personne dédiée pour faire ce travail. Julien, lorsque nous préparions cette session, malgré tous les défis rencontrés, vous avez parlé également de l'importance de tirer les leçons apprises de ce marché sur les questions environnementales. Vous voulez nous en dire un peu plus? Effectivement, je pensais à l'eau en particulier. C'est quelque chose auquel nous pensons à Mille et une fontaines. Qu'est-ce qui se passe avec le marché carbone? Ce qui se passe sur le marché carbone doit se passer également avec l'eau. Nous avons parlé beaucoup d'eau cet été en France. J'ai été surpris de toutes les discussions, tous les échanges à ce sujet. Donc, il y a vraiment une sensibilisation concernant cette ressource qu'est l'eau quand nous parlons d'entreprises, en particulier dans l'industrie, de la manufacture, etc. Ils utilisent de l'eau et nous savons qu'il y a un grand défi de questions d'efficacité écologique. La plupart des entreprises n'optimisent pas encore la consommation. Nous devons vraiment les encourager, les pousser même à être de meilleurs intendants de cette ressource. Nous devons également avoir des incitations dans ce sens. Le concept serait de pouvoir avoir aussi des crédits eau, par exemple, lorsque des entreprises font réellement des efforts pour optimiser leur empreinte eau. Cette eau vraiment essentielle, pourquoi ne pas faire une sorte de crédit ou de marché pour valoriser ces efforts, ce qui donnerait à ces entreprises vraiment une réelle incitation à augmenter leurs efforts. Ça pourrait être une mission écologique, mais en réalité, à quoi est-ce que cela ressemblerait? Je pense effectivement que ce sujet est quelque chose à creuser. Nous avons commencé de voir quelques idées. Peut-être dans les 5 années à venir, nous aurons peut-être un forum pour parler des crédits eau. J'espère que ce sera le cas. Merci, Julien. Vous vouliez ajouter autre chose ou est-ce que nous pouvons passer au temps de questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui. Alors, je vais partager le micro. No, yes, Oui, effectivement, j'ai une question pour Elisa. Qui porte la responsabilité concernant la séquestration du carbone? En ce qui concerne le carbone donc, qui est séquestré, vous vendez les crédits. Et que se passe-t-il quand la mangrove ou la forêt disparaît? Qui porte cette responsabilité? Je vais y réfléchir. Ça, c'est une bonne question. Il y a des mécanismes d'atténuation qui font partie des normes, qui font partie des méthodes qu'il faut donc respecter. Comme Romain a dit, il y a un buffer et tout un tas de mesures, des atténuations des risques pour bien comprendre quels sont les véritables risques selon les calculs. Et c'est basé sur ces risques que vous allez décrire quelque chose qui va atténuer ou qui va pouvoir enlever cela de l'empreinte carbone. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ce qui va nous aider ensuite à atténuer les risques potentiels du projet. Ça pourrait être les risques financiers, les risques sociaux,
les risques naturels, évidemment, comme un ouragan, par exemple. Un ouragan peut arriver sur place et enlever toute votre plantation. Donc, il y a des méthodes méthodologiques ou techniques, si vous voulez, pour aborder cela. Mais à mon avis, dans ce projet particulier également, des méthodes sociales pour aborder la question de la responsabilité. D'abord, il faut s'assurer que il faut assurer les propriétaires des arbres et les propriétaires des terres. Qui est propriétaire des terres? Qui est propriétaire du carbone? Donc, l'idée, c'est de pouvoir aborder le propriétaire des terres, soit acheter donc les terres ou les louer, faire un système de leasing. Et ça, c'est une énorme responsabilité. Si le propriétaire, par exemple, des terres, c'est la communauté qui va prendre la décision de prendre cette responsabilité ou non. S'ils sont OK avec les arrangements qui ont été faits dans le cadre du projet, eh bien, ils sont là. Et c'est leur terre, en fait. Donc, je pense que cela demande une formation pour augmenter les capacités, développer les capacités. Donc, les messages, les formations, toutes les conversations doivent être bilingues, donc pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qui est dit, pour que les gens comprennent la valeur de ce projet, la valeur de ce que cela représente, de ce que ces efforts représentent. Et nous avons besoin que les communautés soient vraiment les stewards, les intendants du projet. Ce n'est pas une question de participation, ce n'est pas participatoire, si vous voulez, mais nous avons besoin qu'ils prennent le lead, qu'ils soient les leaders de ce projet, parce que eux-mêmes comprennent que ce projet est important pour eux. C'est un projet encore assez récent, mais nous avons fait des études de cas au Mexique très intéressantes, au Venezuela également, qui expliquent comment, après 20 ans dans un projet, les gens désirent renouveler le projet. Ils en veulent plus parce qu'ils sont tellement impliqués dans ce projet, dans ce mécanisme, qu'ils veulent continuer de protéger ces arbres. Ils connaissent les arbres par nom, ils connaissent les arbres, ils savent qu'ils ont planté tel ou tel arbre. Ils veulent que ces arbres continuent de prospérer. Et j'ai vu dans vos projets, j'ai vu, par exemple, dans les projets, j'ai vu que les poissons, par exemple, et d'autres sources d'alimentation qui ont également prospéré. Ils ont vu cela et donc cela fait d'eux les protecteurs de ce projet. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Je pourrais juste rajouter sur la question de la redevabilité. C'est assez intéressant. Vous avez dit que tout projet de reforestation, 25%, 30% des crédits carbone. Donc, si la forêt brûle ou si vous avez d'autres problèmes, donc le buffer va créer, qui est un fonds mutualisé, qui va permettre d'enlever le montant qui a été détruit. Si c'est au-delà du montant qui a été mis de côté, c'est l'auditeur qui va donc le saisir et qui va le retirer de votre prochaine période. Donc, ils essayent vraiment ainsi d'émuler le carbone. Ce n'est pas encore parfait comme système, mais c'est une manière de compenser. C'est ainsi que les choses ont été faites selon ce modèle. Et nous sommes en mesure de dire que oui, la redevabilité est permanente grâce à ce fonds mutuel, à ce buffer, qui continue d'être amélioré au fil du temps. Dans notre cas, le projet s'est étendu sur beaucoup de villages. Ça, bien sûr, ça n'arrive jamais d'avoir 100% des projets qui continuent ainsi, mais microphone, we can't hear. Vous voulez parler de la période d'accréditation, du contrat aussi, centenaire, je crois. Alors, tout d'abord, après 20 ou 30 ans, même un peu moins pour certains projets, une fois que la période d'accréditation est terminée, vous pouvez faire un renouvellement
le propriétaire du projet peut faire une demande de renouvellement du projet. Cela dépend de la technologie. Le renouvellement peut avoir lieu 2 ou 3 fois. Jusqu'à 30 ans, la période d'accréditation ou de crédit. Période de crédit donc dure 30 ans. Vous pouvez donc signer un contrat avec des fermiers. C'est ce que nous faisons. Cette matrice permet d'inviter à signer un contrat sur 1 siècle. Après 30 ans, bien sûr, vous ne savez pas, c'est impossible de savoir. Moi, je ne sais pas ce que je ferai bien sûr dans 30 ans. Alors, un fermier qui a planté des arbres, comment est-ce qu'il peut savoir ce qui se passera dans 30 ans? Bien sûr, c'est un risque. Je pense que l'avantage, c'est qu'on change de mentalité, on change de comportement et on change également les incitations. On va vers des tendances de plus en plus positives et la meilleure garantie que cette forêt reste en place, c'est parce que ce sont des terres qui appartiennent à la communauté, qui vont donc les garder. Une fois que la communauté a compris, une fois qu'ils ont compris qu'ils peuvent vivre des produits de la forêt, eh bien, ce serait la meilleure garantie de la pérennité. Mais nous avons déjà des engagements sur 30 ans. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Vous devez être prêt. Vous devez être prêt à trouver des gens qui sont prêts justement à signer des contrats aussi longs. Donc, ne rendez pas les choses peut-être plus complexes encore. Mais je pense qu'il faut plutôt simplifier les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Hi, Bonjour, j'ai une question parce que je ne m'y connais pas vraiment en finance carbone. Comment est-ce que les marchés arrivent-ils à concilier les objectifs net zéro des entreprises et des pays? Par exemple, si une entreprise en Allemagne compense 30 millions de tonnes de CO2, elle est net zéro, mais au final, ils ont quand même émis ces émissions donc, dans le pays. Donc le pays, ces émissions, elles existent. Alors on est sur des marchés volontaires. Donc les entreprises décident d'aller vers le net zéro. Donc c'est pour un pays, pour l'électricité, l'acier, ce sont des marchés plus réguliers, ce sont des marchés différents. Mais peut-être que Roman est le mieux placé pour commenter cet élément. Il y a ce qu'on appelle les ajustements correspondants. Et c'est simplement pour dire que si, à titre d'exemple, donc si vous développez les énergies renouvelables au Sénégal, par exemple, et que vous voulez vendre des crédits carbone en Suisse, c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs à l'heure actuelle, le Sénégal doit ne pas prendre en compte cette réduction dans ses contributions déterminées au niveau national, dans ses rapports, et la Suisse va être en mesure de le faire. Et donc ils doivent le déclarer et dire ce qu'on appelle, et signer ce qu'on appelle un ajustement déclaré. Il y a un débat sur ces marchés crédit et sur est-ce qu'on a besoin de ces ajustements correspondants. Certaines personnes disent oui, parce que sinon on a une entreprise en Suisse qui va dire qu'elle est neutre, alors que tandis que les ONG et le gouvernement sénégalais va dire qu'il réduit ses émissions, et certaines personnes disent non, il s'agit uniquement, surtout d'un point de vue volontaire, alors la Suisse ne va pas prendre en compte ce crédit. Nous, notre position chez ECOAC, c'est de dire ne rendez pas les choses trop complexes. Si sur le marché carbone volontaire, le pays où est basée l'entreprise ne veut pas le prendre en compte, alors il ne faut pas créer de nouvelles règles. Ça s'est passé avec le mécanisme propre. Il y avait des lettres d'approbation, etc. Ça a créé un imbroglio administratif. En Afrique subsaharienne, par exemple, ça pourrait créer trop de problèmes. C'est la raison pour laquelle le système de l'ONU, créé au cours du protocole de Tokyo, ça fonctionnait très bien en Chine, en Inde, etc., dans les pays où c'est bien organisé, mais parce que l'ONU appelle de manière très affreuse les pays les moins développés. Du moins, c'est notre position sur ce débat tel qu'il est aujourd'hui. Et le cadre du Burkina Faso également a développé que les développeurs de projets c'est en faveur des développeurs, donc ils peuvent vendre les crédits à une entreprise en Europe et au Burkina Faso, mais ils ne prendront pas en compte ces crédits pour leurs propres objectifs crédits.
Donc c'est clairement un cadre juridique dont on a besoin pour clarifier tout cela et dire exactement ce dont on a besoin. Et il faut faire en sorte qu'une partie reste sur le pays et le reste il peut être vendu sur le marché. Mais c'est nécessaire en effet pour expliquer les choses, sinon on peut avoir des surprises et c'est pas ce que les investisseurs veulent. Ce qui est positif avec cela, c'est qu'on parle de plus en plus avec les États. Au Kenya, où on parle beaucoup, on doit rencontrer le ministère des Affaires environnementales, parler avec eux, échanger. Et c'est la partie vraiment formidable. Alors, ce qui en ressortira, on ne sait pas. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'avais une question concernant les prix des crédits. Alors, Elisa, vous avez mentionné, du moins pour votre projet au Mexique, que c'était 30 $ par tonne, c'est ça? Stéphane, vous parliez de 20 euros. Je me demandais, au-delà de trouver les financements initiaux pour les projets, est-ce que c'est difficile ensuite d'expliquer aux entreprises qui veulent obtenir les crédits cette différence de prix, même si lorsque on a un projet à 5 étoiles avec beaucoup de co-bénéfices, est-ce que c'est toujours difficile de trouver des investisseurs qui sont d'accord pour payer un peu plus cher que le prix du marché? Oui, je peux vous le dire, c'est très dur. Roman, vous êtes notre courtier, vous essayez de vendre notre projet, mais on le voit. On parle également directement avec des investisseurs potentiels et on voit de plus en plus d'intérêt, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire un projet REDD+, de conservation de la forêt. Vous obtenez vos crédits beaucoup plus rapidement, de manière bien plus abordable. Donc, c'est très dur pour les projets de réforestation et dans cette région d'être concurrentiel. Donc, je peux le dire. Donc, si je peux me permettre, ça dépend de comment on vend les crédits. Et également, combien de ces crédits, valent ces crédits. Réfléchissez ainsi. Alors, c'est un peu comme si c'était une pomme. Katrina adore toujours parce que je fais tout le temps des exemples avec des pommes. C'est un peu basique, mais bon, ça fonctionne. Donc, de quoi a-t-on besoin en tant qu'agriculteur pour produire une pomme? Vous avez besoin de quoi? Vous avez de prendre la graine dans la pomme, mettre dans la terre, mettre de l'eau et attendre. On attend. Ensuite, une fois que l'arbre a poussé, il va vous donner une pomme. Cette pomme, c'est plus une pomme à la fin. Pour attendre que cette pomme elle soit sur le marché, il faut attendre. Il faut aussi la récolter, la mettre dans une boîte, dans un carton, dans un camion, dans un magasin. Et ensuite, il faut payer le loyer, les salaires des employés, etc. Donc, si vous voulez acheter cette pomme sur le marché, sur le spot, comme on l'appelle, il faut non seulement payer la pomme, mais également tous les coûts qu'ont investi les vendeurs et le temps que cela a nécessité pour créer cette pomme. Donc, le prix du marché sur le spot reflète ce montant et ce temps investi pour créer ce carbone, plus les bonus, les primes de marché, etc., parce qu'il s'agit de projets innovants. Il y a donc peu d'unités sur le marché. Il y a des pommes locales moches, et il y a des primes sur le marché pour ces pommes qui sont belles. Donc ça, c'est une option. Il y a une autre option, c'est que cet investisseur qui, au lieu d'attendre que cette pomme arrive au magasin, ils investissent dans la pomme à partir de la graine. Vous pouvez dire, j'adore les pommes Fuji parce que c'est les meilleures, les plus belles, les meilleures. Et donc, je veux bien investir dès maintenant pour m'assurer que l'agriculteur prenne les bonnes
graines pour les mettre dans le bon sol et je suis assez patiente pour que pousse cet arbre et j'investis 20 ans en amont pour que cette pomme revienne un jour dans ma poche. Donc, clairement, il y a également une prime pour cet investissement parce qu'il s'agit d'un projet sur 20 ans. Bon, là, pour un projet de mangrove, par exemple, mon projet, ça prend environ 7 ans. Mais là, on va payer exclusivement les coûts et le temps nécessaires pour l'investissement pour que cette graine donne à son tour des pommes. Donc, il y a les prix du marché spot et les prix du marché initiaux au niveau du coût d'investissement. Vous pouvez nous donner un exemple là pour le Yucatan? Alors oui, pour la restauration Blue Carbon, on est à 20. Le prix c'est 25 € par tonne. Alors que Semilla Azul, c'est environ 14 €. C'est le coût à investir. Quand je dis nous, c'est pas uniquement EcoAct, mais EcoAct et les scientifiques, etc., pour créer et mettre sur le marché cette tonne de carbone. C'est de la finance, hein? Donc au final, acheter, vendre, c'est de la narration aussi. C'est une manière de le dire. Il faut être honnête, ça paraît très technique. Une approche très scientifique. Pourquoi les gens doivent acheter votre produit? Et je n'ai pas le niveau ce niveau de détail, simplement on essaye de faire en sorte que l'acheteur final veuille acheter notre produit. Et pour ce faire, on crée ce lien émotionnel pour qu'ils aient envie d'acheter de Mille et Une Fontaines et qu'ils achètent des crédits carbone de Mille et Une Fontaines et pas n'importe quel autre programme. Et donc, on essaie de faire ça. Et quand on leur dit, quand vous achetez un crédit, on donne de l'argent gratuitement à des enfants à l'école. Donc, vous créez ce cercle vertueux d'impact socio-économique. Et dans ce cas-là, ça peut justifier pourquoi c'est pas 8 € ou 12 ou 15. Parce que, et ça, c'est quelque chose que les gens voient. Hein. Il y a, du moins de mon point de vue, et ça n'est pas juste national, c'est un marché. Il y a l'émotionnalité, l'irrationalité, il faut le prendre en compte. Il faut que les courtiers soient bons, mais je crois que c'est pas suffisant. Il faut également, en tant qu'organisation, trouver des entreprises également qui, via leur stratégie RSE, vont comprendre cela. Et ensuite, on laisse aux courtiers la responsabilité de négocier, etc. Mais mon conseil, ce n'est pas de tout déléguer aux courtiers, même si ils sont utiles. Il faut rester actif, il faut garder la main là-dessus, surtout si vous avez des revenus élevés et augmenter votre prime. C'est du moins le message que je veux que vous reteniez. J'aimerais ajouter un point. À titre d'exemple, pour un projet, on a une entreprise pharmaceutique intéressée dans l'achat de nos crédits. Ils sont intéressés également dans la valeur médicinale de ce qui pousse dans nos arbres. Donc, si vous arrivez à faire le lien entre les projets de reforesterie de carbone et le contenu du projet ou certaines de ses spécificités, alors cela augmente l'appétence des entreprises pour qu'elles décident ensuite d'investir dans votre projet. Je me posais une question. Y a-t-il un marché secondaire pour le marché du crédit carbone volontaire? Secondaire, qu'est-ce que vous entendez par là? On en achète et on revend à un... Qu'est-ce que vous entendez par secondaire? L'interprète n'entend pas les propos hors micro. Je n'en fais pas partie, même si j'aimerais bien avoir des grands financements pour financer nos projets, bien sûr. On doit attendre le carbone et au final,
les assigner aux personnes qui veulent les crédits carbone à partir du moment où on pense que c'est le bon prix. Il y a des fonds à impact. Je ne donnerai pas les noms, hein, mais ça paraît assez évident. On connaît ça, ça existe. On voit, à titre d'exemple, il y a des chiffres. Il y a plus de carbone émis que de carbone mis en retrait. Au-delà des marchés spot, on ne les trouve pas, ces crédits là-dessus, sur ce marché. Ça veut dire qu'il y a des gens qui les gardent, souvent des entreprises, parce qu'elles ont des obligations énormes, donc elles se fixent des objectifs et elles achètent des crédits pour être en ligne avec leur promesse d'être net zéro à l'avenir. C'est probablement une des raisons. Et il y a également des investisseurs qui investissent, gardent leurs crédits et les vendent une fois que c'est au meilleur prix pour eux. Le RED Plus au Pérou, donc gros programme de conservation de la forêt. Ils font ça parce qu'ils voient EcoAct et mes collègues et ils se disent « Ah, on va vouloir vendre ce million de crédits, mais à ce prix. » Et donc ils font... ce sont des développeurs de projets, donc c'est bien, ils font monter les enchères. J'espère trouver une entreprise de préfinancement. Si c'est vendu avant ou plus tard, peu m'importe. Y a-t-il une autre question? Une dernière question peut-être, au vu de l'heure. Oh, il nous reste 10 minutes. Une ou deux questions? Non? Il y a toujours une dernière question, n'est-ce pas? Quels sont les défis principaux auxquels vous êtes confrontés dans le cadre de vos projets? Ah, 10 minutes, il vous reste que 10 minutes. Les plus grosses difficultés, donc les plus gros obstacles, eh bien, à part tout ce dont on a déjà parlé, je crois que trouver les personnes fiables pour l'exécution sur le terrain, c'est également une vraie difficulté. On essaye d'impliquer les populations locales, les talents locaux, parce qu'on a besoin également de personnes éduquées qui peuvent gérer des projets au niveau local. Et on a un mélange entre des expats européens qui veulent vraiment travailler, qui sont de bonne volonté simplement. Je peux vous le dire. Alors moi, je n'ai pas fait, hein, mais ce sont mes collègues qui s'en chargent. Ils ont vécu 6 mois ou 1 an à Bakel. Bien entendu, déjà, il n'y a pas de vin à Bakel, donc ce sont des circonstances assez compliquées. On peut envoyer quelqu'un 6 mois ou 1 an, mais au final, il ne veut pas continuer. Il faut trouver de nouvelles personnes. Il faut de la continuité. Donc ça, c'est un vrai défi qu'on a à l'heure actuelle. C'est plus un défi au niveau opérationnel, mais on pense développer un programme de MBA pour les talents locaux. Par exemple, à Paris, qui viennent de la région Sénégal, pour qu'ils apprennent... on leur enseigne les problématiques à la reforestation et on y travaille avec Hommes et Terre. Donc on y réfléchit. Vous pouvez commencer à envoyer vos CV déjà. Elisa, j'y pensais. Alors, pour moi, l'un des défis principaux à l'heure actuelle, c'est probablement la question de... c'est la communication. Et c'est très en lien d'ailleurs avec ce dont on a parlé un peu plus tôt. Et je crois que vous l'avez mentionné également, Julien. Il s'agit de conception. Réfléchissez. En tant que concepteur de projet, on doit s'assurer qu'on comprend toutes les positions des différentes parties prenantes. Pour cela, on doit comprendre la position des communautés ou des détenteurs de terres, mais également des scientifiques, des équipes techniques, la position des investisseurs, s'il y en a, et l'équipe financière qui pousse pour des résultats économiques. Et on doit prendre en compte également les positions de celles et ceux qui façonnent et conçoivent les normes. Donc on doit vraiment jongler
avec ces différentes positions. Il faut rester flexible, souple, et en comprenant et en gardant en tête ces différentes positions, et tout en essayant de contenter tout le monde. Il faut être assez souple pour comprendre qu'il y aura des obstacles et des difficultés. Donc communiquer, ouvrir, créer cet environnement propice à la communication pour que chacune de ces parties prenantes comprenne non seulement le projet et ce qui leur amènera, ce projet, mais également que ces parties prenantes comprennent également quels sont les risques et difficultés auxquelles elles vont être confrontées au fur et à mesure de ces 20 ans. Donc il s'agit de conception, de communication, mais également de confiance. Donc, à mon sens, la conception et la gouvernance, c'est un vrai défi auquel sont confrontés les développeurs à l'heure actuelle. Si vous souhaitez, bien entendu, avoir un projet faisable et juste. En tant que développeur de projet, le principal défi, c'est l'échelle. Les projections sont toujours plus élevées que ce qu'on obtient au final. Ça nous a pris 15 ans d'avoir le POC au Cambodge et atteindre ce seuil de rentabilité. On a travaillé ainsi et on a réussi au Cambodge parce qu'on était vraiment extrêmement persistant. On a dédié des ressources. On n'a jamais perdu des yeux nos objectifs. C'est comme ça qu'on atteint 1 million. Mais atteindre 10 personnes, 1000 personnes, c'est compliqué. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre en réussir à la petite échelle et perdre son objectif de vue pour avoir un plus grand impact. Donc, stratégiquement parlant, c'est vraiment le principal défi à l'heure actuelle. Merci. Si je peux ajouter quelque chose. Ah oui, gérer les attentes du marché avec donc des prix bas mais des bons projets, les attentes des développeurs avec des prix élevés et les meilleurs projets et de nombreux co-bénéfices, les attentes des standards avec des calculs parfaits, une méthodologie qui change tous les 3 mois, qui sont donc un cauchemar pour nous, nos attentes, parce qu'on veut forcément faire quelque chose de formidable avec des projets justes, irréprochables d'un point de vue éthique. Voilà les difficultés principales, parce qu'il s'agit au final d'un marché, donc il faut trouver la rentabilité et ça n'est pas toujours facile. Si on veut vraiment faire de l'argent, engranger de l'argent dans le marché carbone, il faut que vous vous engagez dans la voie des standards et des normes, parce que ça, c'est quelque chose qui change tout le temps et je suis sûre que vous pouvez engranger beaucoup d'argent. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces présentations. Merci également au public. C'était très intéressant. Merci de vos présentations. Bonne journée.